Donc c'est parti pour la partie Redis. Donc je vous fais une présentation d'intro autour de Redis que j'ai appelé du clé-valeur au multimodèle. Et j'ai plusieurs histoires derrière ça, je vous la présenterai dans 2 secondes. Donc moi je suis TucDual Graal. Alors je pense que j'en ai rencontré la plupart d'entre vous déjà par le Jug ou d'autres événements. Parce que comme je change souvent de t-shirt et de société, ben, je présente souvent la nouvelle techno sur laquelle je bosse. La particularité de mon CV, en fait, c'est que j'ai quasiment tout le temps bossé chez les éditeurs de logiciels. C'est-à-dire que là où moi, c'est comment on développe un logiciel, je ne sais pas comment on le met en prod. Enfin, j'exagère un petit peu quand même, mais c'est votre responsabilité. Et moi, là, je suis pour vous aider autour de ça. Donc, je travaille chez Redis Labs et je suis Technical Account Manager, c'est-à-dire que les gens qui ont acheté la version Enterprise de Redis Labs ou qui sont en cours de validation de leur architecture Redis, je les aide à définir l'architecture, la topologie, à qualifier comment passer à l'échelle supérieure, soit en termes d'architecture, de taille de cluster, soit sur d'autres cas d'usage. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est ça, en fait. C'est essayer, une fois qu'on a un logiciel, une solution, bah, essayer de la pousser un peu plus loin, l'adapter dans plus de solutions. Et j'aime beaucoup je suis un full stack back-end développeur. C'est-à-dire que je connais plein de stacks, mais que back-end. J'ai plusieurs bases NoSQL, un peu de relationnel, un petit peu de big data et un petit peu de Kubernetes OpenShift, mais pas trop. Parce que je ne suis pas resté très longtemps chez Red Hat. Donc, Redis, qui connaît Redis? Ça, c'est bien parce que ça élimine toute une partie. Qui utilise Redis aujourd'hui? Ah, d'accord. Okay. J'étais à faire le Jug de Lille la dernière fois en termes de proportion connaissance qui connaît, mais par contre, il y avait plus de personnes à l'utiliser aujourd'hui. Donc Redis, en fait, c'est quelque chose qui a été créé par Salvatore Sanfilippo, anti-res sur GitHub, anti-res sur Twitter, qui, en 2009, avait un besoin, il est freelance, il avait un besoin dans le contexte de telco d'avoir un accès très, très, très rapide à de la configuration et à de la donnée. Il a regardé sur le marché s'il y avait des choses qui l'intéressaient. Est-ce que Memcache c'est bien? Est-ce que telle base est bien? Non, ça ne lui plaisait pas. Donc il a créé son logiciel qu'il a mis en open source, d'où le Remote Dictionary Server. Donc l'idée, c'était d'avoir un serveur centralisé et remote qui permet de stocker de la configuration et des données avec un accès très, très rapide. Qui dit accès très, très rapide, il s'est concentré tout le temps sur les perfs, c'est-à-dire que c'est développé en C ou C++. Pour moi, à mon niveau, c'est la même chose. Mais c'est les gens qui font du C et qui regardent le code de Redis trouvent ça très élégant et avec des optimisations particulières sur la façon dont on accède à la mémoire. Et c'est une base in-memory. Et ça va être très, très, très important. C'est que par défaut, votre working set et votre dataset restent en mémoire. La différence entre le working set et le dataset, c'est quand vous avez 50 Tera de données, il y a peu de chances que votre application utilise toujours 50 Tera de données. Elle va peut-être en utiliser 100 gigas, 1 Tera. Donc les 50 Tera, c'est le dataset. Le 100 gigas, 1 Tera, c'est le working set. Et dans une base relationnelle traditionnelle, ce que vous allez faire, c'est que le moment où vous avez besoin de les donner, la base va le monter en mémoire, travailler là-dessus. Il y a une grosse partie qui va rester sur disque. Redis, dans sa version open source par défaut, toutes les données restent en mémoire. Ça ne veut pas dire que vous allez perdre les données si ça s'arrête, mais par défaut, toutes les données restent en mémoire. Toujours pareil, performance, performance, performance. C'est-à-dire que quand j'ai passé les entretiens pour rejoindre Redis Labs, par exemple, un des critères, c'est que toutes les opérations, elles ont un ordre de complexité, je vous montrerai dans la doc. Pourquoi? C'est pour savoir quel est l'impact de l'opération va avoir sur la complexité de la commande que vous allez lancer, parce que quelle va être la latence, pour essayer d'imaginer quelle va être la latence. Parce que souvent, nos clients ou les utilisateurs de Redis Open Source cherchent une latence inférieure à 1 milliseconde. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc si on commence à devoir aller chercher sur disque, déjà c'est foutu. C'est pour ça que c'est une in-memory database. Open source, tout sur GitHub sous anti-res, et la version communautaire sur Redis.io.
autour de ça, se sont créées plusieurs sociétés qui font du Redis sur le cloud, qui font du Redis, du consulting autour de Redis, dont une qui est Redis Enterprise, sponsorisée par Redis Labs. Moi, je travaille pour une société qui s'appelle Redis Labs, qui fournit une version supportée que vous pouvez installer chez vous, qui est du Redis Enterprise, qui s'appuie sur la version open source, et qui fournit également une version managée sur le cloud. Et ça, c'est très, très, très important parce que de plus en plus de projets, le premier besoin, c'est on veut un service managé. On ne veut rien avoir à installer, on veut aller choisir son cloud provider et laisser la base de données. Donc le métier de Redis Labs, c'est de vous fournir du support et du service en ligne ou on-prem. Et Salvatore, en Thérèse, a été recruté, alors ça c'est pour l'anecdote en fait, parce qu'à l'origine, Redis Labs avait un autre nom, dont je ne me souviens plus, et c'était deux personnes en Israël qui ont créé une société pour fournir du Redis managé, pour avoir un support d'entreprise autour du Redis managé, indépendamment de la communauté Redis. Alors, indépendamment, c'est avec la communauté, mais Salvatore n'était pas dans la société. Il a rejoint la société en 2015, en fait. Et il s'occupe de la communauté et il s'occupe du cœur de Redis communautaire, en collaboration avec le CTO de Redis Labs, mais c'est deux projets qui vivent les uns à côté des autres. La communauté reste un projet open source très fort. Et par-dessus, on fait une version Enterprise. Et en fait, Redis, quand vous regardez dans DB Engine, par exemple, vous avez, il y a plusieurs catégories, base relationnelle, base orientée document, base orientée time series, base orientée clé-valeur, etc. Redis est positionné dans une base clé-valeur. Mais dans la réalité, c'est clé avec une valeur, mais une valeur qui est très intelligente. C'est plus qu'une simple chaîne de caractères ou des octets qu'on va mettre en mémoire. Au début, alors je n'ai pas regardé la première version de Redis, mais on peut supposer qu'au début, c'était effectivement une clé avec une valeur, qui était une chaîne. Mais au fur et à mesure des besoins de vos projets, on a besoin de faire plus de choses avec la valeur qu'on va vouloir stocker. Vu que la base de données est facile d'accès, vu qu'elle est facile à installer, elle est rapide, des nouvelles structures de données sont arrivées au fur et à mesure des versions. Et aujourd'hui, il y a une dizaine de types de données qui vont répondre à des besoins différents en fonction de votre besoin applicatif. La chaîne, ça va être relativement simple. On veut stocker une clé et derrière une chaîne de caractères. Ça va rester en mémoire, très très rapide d'accès, des sets, des get, des sets, des get, avec une possibilité aussi de faire l'expiration automatique sur toutes les clés. On va pouvoir dire au bout de 30 secondes, vire-moi ça de la base de données, vire-moi ça de mon cache. Mais également des bitmaps, des bitfields, donc ça va être orienté sous forme de champ, des hashes qui sont des clés-valeurs à l'intérieur des clés-valeurs, c'est-à-dire que là, vous allez stocker un objet un peu plus compliqué, avec la capacité d'accéder à champ par champ, des listes qui sont chaînées, où on peut répéter les valeurs, et des sets dans lesquels les valeurs seront uniques. Donc une liste de valeurs, mais chaque valeur doit être unique. Une chaîne avec un tri, la possibilité d'avoir une pondération à l'intérieur de cette liste pour organiser. Typiquement, ça peut servir pour faire des index secondaires sur une base de données ou sur un espace mémoire que vous voulez traiter. Des valeurs géospatiales, l'hyperloglog, donc des fonctions d'approximation pour calculer un chiffre, une quantité dans une liste, en évitant d'avoir trop d'espace mémoire. Toujours pareil, si vous avez 100 millions d'entrées ou 1 milliard d'entrées et que vous voulez comparer, rajouter une valeur, éviter de tout avoir à stocker et pourtant compter ce milliard, on va faire de l'approximation avec l'hyperloglog. Et des streams, alors le stream, c'est un flux de données qui est gardé sous forme de log, un peu comme c'est un système de messaging un peu à la Kafka, mais stocké dans Redis. Et pour chacun de ces types, on va avoir des opérations et des commandes particulières. Donc je rentrerai dans le détail un petit peu quand on va parler de la façon dont on code une appli. Qui utilise plus d'un type dans ceux qui utilisent? Tu utilises quoi, des hashes? Voilà, string et hash. Qui fait du pub-sub? D'accord. Et pourquoi je pose cette question? C'est justement là où j'en venais à la façon dont je fais la présentation. Je vais vous parler des modules par la suite. Au début, je voulais parler énormément du multimodèle au sens module qui enrichit. Et au bout du compte, je me suis aperçu en rencontrant la communauté que la plupart des gens, la plupart des développeurs aujourd'hui font du clé, du string. En gros, ils font ce type-là,
de temps en temps ce type-là, assez souvent, parce que vous allez voir, c'est assez riche, et ça s'arrête là, et quelquefois des listes et des listes triées. Donc c'est plus pour comprendre qu'en utilisant ces types de données natifs dans Redis, ben, on peut faire énormément d'applications. Parce que le but, c'est qu'une fois qu'on a cette base de données, on peut faire plus qu'un simple cache, on peut faire plus qu'un simple session store. Et en fait, pourquoi c'est intéressant de regarder un peu plus loin qu'un simple cache, c'est que c'est une base de données qui est vraiment partout, dans plein d'applications, qui est installée partout. C'est la base de données la plus téléchargée en termes de Docker. Il y a deux raisons à ça. C'est à la fois parce qu'elle est vraiment appréciée par les développeurs, mais aussi, alors ça c'est mon interprétation, mais aussi parce qu'il n'y a pas de version Windows. Donc pour pouvoir installer les dernières versions de Redis, le plus simple, ça reste d'installer un conteneur Docker. Mais malgré tout, Sumo Logic, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un système de monitoring à la Datadog, à la New Relic, etc. Et en fait, ils font un sondage parmi leurs clients. Et Redis, ça fait partie des technologies qui sont utilisées par un quart de leurs clients. C'est-à-dire que, alors c'est cumulé, mais il y a un client sur 4 utilisateurs de Sumo qui a du Redis chez lui. Et par rapport à Stack Overflow, vous avez peut-être déjà répondu au sondage. Redis fait partie depuis 2007, 2008, 2019 des bases de données les plus appréciées des devs. Alors c'est vrai que c'est très 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 simple à utiliser. La communauté est très active, donc il y a beaucoup de choses. Alors ce qui est surtout important pour nous, les développeurs, les utilisateurs, c'est pas combien de commits il y a sur le noyau. Alors si, c'est important pour vérifier que le projet continue de vivre, mais je pense que la plupart d'entre nous, on n'est pas contributeurs de Redis serveur, mais par contre, on est intéressé pour intégrer Redis dans nos applications. Et donc, ce qui est important, c'est le nombre de librairies clientes et les langages qui sont supportés. Et ça continue de grossir, continue de s'améliorer en fonction des besoins des applications et des communautés. Et évidemment, l'activité qu'on peut voir sur Stack Overflow qui reflète l'utilisation. Et c'est utilisé dans plein de types d'entreprises. Et encore là, je ne parle que de Redis Enterprise. Donc, ce qui fait la différence de Redis par rapport à d'autres bases de données, et en fait, c'est pas là, c'est quand vous allez avoir un éditeur, un salarié d'un éditeur comme moi qui vient vous parler, ben évidemment, on voit le monde avec la phase de Redis. C'est pas que Redis est nécessairement la meilleure base au monde, etc. C'est surtout que quand Redis a été créé, il a été créé avec un objectif particulier. Et cet objectif, c'était performance, simplicité, et au fur et à mesure, parce qu'on avait besoin de plus en plus de data types, l'extensibilité. Là où on va prendre une base relationnelle qui, à l'origine, a été traitée pour avoir des problèmes, des unions ensemblistes, des transactions complexes, etc. Donc, ils ont pris une approche différente. Alors, ça date de 40 ans, hein, ce n'est pas la même chose, mais Redis a été créé autour de ça, et c'est quand vous allez avoir besoin de performance et de simplicité pour développer vos applications, bah, Redis va être un parfait fit. Après, sur l'extensibilité, je reviendrai dessus. Ça, c'est la façon dont on va enrichir l'appli. Et le cas d'usage type, c'est vous avez vos applications, et vos applications sont consommées soit par des utilisateurs, soit par des mobiles, soit par des machines, etc. C'est-à-dire qu'on a besoin d'accéder. Et de plus en plus, à la fois parce qu'on a de plus en plus d'applications à consommer des services qu'on va mettre en ligne. Donc il faut que cette partie app serveur, base de données, soit la plus rapide possible. Pour deux raisons. Une raison qui est juste l'expérience utilisateur doit être importante, mais c'est surtout qu'il ne faut pas attendre, parce que si vous avez des millions de requêtes par seconde qui arrivent et qu'à chaque fois vous attendez, ben vous allez avoir besoin de plus en plus de ressources. Vous allez mettre en péril vos ressources côté serveur, indépendant de la base de données. Donc Redis se positionne en tant que base de données très rapide, et notamment en base de données qui soit sous forme de cache, ou soit sous base primaire, pour essayer et pour rendre le service le plus rapide possible entre votre middleware et vos données. Et après, la façon dont on remplit Redis va dépendre de chaque cas utilisateur. Donc les cas d'usage, une infinie. D'accord? Généralement, et après, moi, la phrase que je répète tout le temps quand j'arrive sur cette slide-là, c'est quand on a un marteau, on voit des clous partout. Vous m'avez peut-être déjà entendu dire ça. Mais c'est vrai que si je vois le monde avec Redis, bah, je vais pouvoir répondre à plein de besoins fonctionnels et techniques. Ça ne veut pas dire qu'il faut nécessairement avoir que Redis, mais en tout cas, vous pouvez vous poser la question, si vous avez Redis dans votre architecture, est-ce que je ne peux pas l'utiliser pour faire
Session store, content caching, cette partie-là, c'est là-dessus, généralement par là qu'on commence. Mais si j'ai besoin de faire un log distribué, du search, on a des approches pour le faire dans Redis. Soit des patterns, soit la façon dont on va organiser les données sur les structures de données, soit avec les modules dont je parlerai. Et en fait, Redis prend aussi beaucoup d'ampleur grâce aux microservices. Parce qu'en fait, on a besoin d'un stockage qui soit service par service, plus ou moins, qui soit très facile à mettre en place, qui ne consomme peu de ressources, qui soit stable et qui puisse intégrer aussi la communication et le partage de données entre les services multiples. Donc ça, c'est très utilisé derrière vos services que vous avez déployés dans vos containers ou derrière vos VM ou quand vous avez fait des services un peu plus petits. Dans toute la modernisation du SI et des applications, on voit souvent Redis arriver. Là, moi, j'ai travaillé la semaine dernière, je suis passé dans une banque et la première, il y a deux utilisations de Redis. Il y a une utilisation de Redis qui est sur la gestion des tokens d'authentification, c'est-à-dire qu'entre tous les services qui sont appelés derrière, comme du SSO, c'est des tokens entre les services derrière, qui vont accéder à plein de services différents dans la banque. Et l'autre partie, c'est du cache au-dessus du mainframe, pour doucement arrêter l'utilisation ou diminuer l'utilisation du mainframe et potentiellement remplacer, c'est-à-dire que l'interface data devient Redis. Pour l'instant, c'est du CSCS ou autre. Et à n'importe quel moment, ils peuvent passer sur une autre persistance qui est plus avancée. Plus moderne, plutôt. D'accord, je montrerai un petit peu de code et la façon dont on peut implémenter certaines choses par la suite. Une partie qui est importante, c'est l'architecture de la base de données. Et en fait, alors l'architecture, je ne vais pas vous montrer du code C, mais ce qu'il y a de bien avec Redis, c'est que c'est vraiment très simple. Vous démarrez Redis, c'est un process. Et ça démarre je le montrerai quand je ferai mes démos, parce que là, je ne fais pas du mirroring. Donc en gros, vous avez une application cliente, un process C qui tourne sur votre serveur, le protocole RESP, c'est le protocole Redis, qui permet d'envoyer les commandes et renvoyer. C'est un protocole texte qui est très facile à implémenter pour faire une librairie cliente. Et ça, c'est aussi ce qui a fait le succès de Redis, c'est-à-dire que rajouter un client, c'était relativement simple. Donc dès qu'on a besoin de rajouter une nouvelle commande, dès qu'on a besoin de rajouter un nouveau langage, c'est très simple à implémenter. Certaines bases de données ont utilisé Thrift, je ne sais pas si ça vous dit, ceux qui font du big data, vous avez dû connaître ça, c'était une usine à gaz dès qu'il fallait implémenter quelque chose. Donc ça fait que pendant longtemps, il y a des bases de données qu'avec un client Java. Alors, ça limite énormément l'adoption quand on ne supporte qu'un seul langage, qu'une seule librairie. Donc un protocole très simple. Par contre, l'inconvénient, quand vous travaillez comme ça, une base de données, un process, un serveur, in memory. Qu'est-ce qui se passe si mon serveur tombe? J'ai tout perdu. Alors si c'est un cache, ce n'est pas très grave, c'est-à-dire qu'il va se remplir petit à petit. Si c'est des données critiques qui sont uniquement présentes dans Redis, il ne faut pas mettre cette architecture déjà. La personne qui aime ça, il faut lui baisser son salaire. Il faut aller voir, faut mettre à jour les slides et en disant. Donc il y a des solutions dans Redis, et là je ne vous parle que de Redis open source. Vous avez la possibilité de faire de la haute dispo avec Redis. Toutes les bases de données, quand on va parler de haute disponibilité, on va répliquer de la donnée. C'est-à-dire qu'on a une copie de l'information qui est le maître, entre guillemets. Quelque part, d'autres, on va en mettre une autre copie. Comme ça, si ce serveur-là tombe, celui-là va prendre la main. En tout cas, la donnée sera là. Donc, dans le contexte de Redis, on va avoir la possibilité de démarrer plusieurs process. Idéalement, alors c'est pas idéalement, non, plusieurs process sur plusieurs machines différentes, idéalement sur plusieurs racks, voire plusieurs data centers, pour se mettre dans un état où, si je perds ce serveur-là, mon application va venir se connecter aux autres nœuds, garantissant ainsi que la possibilité de continuer à travailler. Si ça tombe, ça continue. Quand il redémarre, le cluster va se repositionner sous forme de maître-esclave, maître réplica. Et Sentinel, si vous regardez dans la documentation, en fait, c'est le protocole qui est utilisé par les clients vis-à-vis du cluster et des process Redis pour être au courant de ce qui se passe. J'ai 3 nœuds, je suis connecté, il y a un nœud qui est tombé, connecte-toi à telle partie, maintenant tu travailles avec ce nœud-là. Donc ça, c'est la façon dont on met la haute disponibilité. Il y a une autre partie qui est importante quand on va parler de base de données, de cache ou autre, c'est un process sur une machine. Donc là, j'ai 3 process.
en mémoire. Comment je fais si j'ai besoin de 500 gigas, 1 Tera de données? Je peux potentiellement mettre 500 Tera sur une seule machine, 3 fois. Alors, ce n'est pas le plus efficace. Ce qu'on va plutôt faire, c'est qu'on va partitionner les données. On va faire du sharding, c'est-à-dire qu'on va exploser la base de données en plusieurs sous-parties. C'est ce qu'on fait dans toutes les bases de données quand on arrive à une taille qui est trop grosse. Taille qui est trop grosse pour deux raisons. Soit la base de données elle est trop grosse pour tenir sur un seul serveur, soit il y a trop d'opérations pour que la carte réseau, les I/O, etc. soient suffisamment rapides pour prendre toutes les opérations. Donc on va diviser cette base, donc on va faire du partitionnement ou du sharding. Donc si on regarde une architecture globale sur Redis communautaire qui va faire et de la haute disponibilité et ce qu'on appelle le clustering. Alors, dans le contexte de Redis Open Source, quand on parle de clustering, on parle de la répartition des données, on parle de la distribution, le partitionnement des données. Et ce qui va se passer, en fait, c'est que lorsque vous allez mettre une clé, vous faites un set session user 1 avec une valeur. Il y a un hash qui est fait sur session user 1 qui va donner un chiffre, qui est le nom d'un slot. Et ce slot va aller dans un endroit particulier, soit sur le slot entre 0 et 5000, ça va aller ici. Si c'est entre 10 000 et 16 000, ça va aller là. Donc en fait, c'est le même principe que la plupart des bases distribuées. En fait, vous avez des espaces qui sont préparés pour adresser et distribuer de la donnée. Et en fait, ici, ça va être fait automatiquement et géré par Redis Cluster. Donc en fait, l'API, quand vous allez de façon transparente, quand vous allez avoir une librairie compatible avec le clustering, elle va demander où est-ce que je dois écrire et aller écrire. Quand elle va lire, où est-ce que je dois lire et elle va aller lire. Il y a un petit hop réseau qui va calculer où est-ce que ça doit aller. Mais par contre, là, si j'ai besoin de passer des écritures sur 3 machines à 6 machines parce que j'ai besoin de distribuer plus, ben je rajoute et je redistribue. Après, dans la version open source, c'est à vous de le faire. Vous installez les différents process, vous connectez les différents process, vous distribuez. Si vous devez rebalancer, parce que vous voulez passer de 3 shards, de 3 partitions à plus, pas partitions, mais de 3 serveurs à plus en mètres, c'est à vous de redistribuer cette information. D'accord? Et ça, c'est une partie qui est importante parce que d'une façon, si vous voulez faire du sizing sur Redis, alors ça, c'est quelque chose de très pessimiste, mais c'est pour vous souvenir. Pour éviter les problèmes en termes de perte de données ou de trop de temps pour copier d'une donnée d'un serveur à un autre, etc., et pouvoir garantir des écritures, quelle que soit la complexité des opérations que vous allez faire, 25 gigas sur un serveur, 25 gigas sur un process, 25 000 opérations par seconde. Si vous faites ça, vous êtes tranquille. Il n'y aura pas de souci, ça va être très très rapide tout le temps. Mais dans la réalité, vous pouvez monter beaucoup plus. Si on fait que des sets et des gets sur des strings qui sont de taille petite, vous pouvez, petite, de pas 500 mégas, c'est ça que je veux dire, parce que sinon il y a le réseau qui... ici, vous pouvez monter 80, 100 000 opérations par seconde et monter à 40 gigas si vous voulez, il n'y a pas de souci. Les opérations par seconde, c'est vraiment pour garantir les écritures, garantir les accès rapides avec une latence qui soit constante, entre guillemets, ou prédictible plutôt que constante. Vous connaissez le comportement de votre application. Les 25 gigas, c'est plus que si je perds ce nœud-là. Si j'ai 100 gigas, vous pouvez techniquement foutre 100 gigas dans un seul process. Quand il va redémarrer, il va demander à ce slave, donne-moi les données. Ça prend plus de temps de retélécharger 100 gigas que de se dire que j'en ai que 25 à prendre. C'est plus pour le côté opérationnel et copie des données d'un serveur à un autre quand on a un échec à faire, quand on veut faire un rolling upgrade, c'est-à-dire que quand on veut mettre à jour les nœuds pour passer de la version 5.2, 5.0 à la version 5.01, etc. D'accord ? 25-25, c'est juste une bonne pratique très simple pour se rappeler. Si vous regardez un des blog posts qui a été fait autour de... Alors c'est sur la version Redis Enterprise, mais d'ailleurs c'est le même principe. On est à 500 millions d'opérations par seconde sur un cluster de 4 nœuds. Alors, toute petite clé, toute petite, mais malgré tout, c'est pas... Là, on a optimisé à l'inverse. Sur un cluster, sur 4 shards en parallèle, sur un cluster Amazon. Et en fait, la version Enterprise de Redis que vous installez chez vous, parce que sur le cloud, à la rigueur, ce n'est pas de votre responsabilité comment ça tourne, mais c'est le même soft qu'il y a derrière. Toute la gestion du cluster est gérée par la version Enterprise.
la capacité à rajouter des shards, à enlever des shards, faire du balancing, distribuer la donnée, c'est complètement transparent de votre application. C'est que vous passez de un shard mononœud, monoprocess à 12 shards parce que vous avez distribué la base par 4 avec des réplications, c'est transparent. Et ça, c'est vraiment important quand on va passer à l'échelle et que vous voulez garantir la haute disponibilité de votre système. Donc, dans la version Enterprise, il y a une administration qui est simple et surtout, il y a toute la gestion du cluster, en fait. Derrière toute cette ligne-là, c'est un process Redis, l'équivalent du process Redis communautaire qui est géré par le cluster. Donc là, j'ai deux bases de données, DB1 et DB2, dont une qui est... Les deux sont répliqués, on voit ici. Les deux sont en réplication, mais certains sont... Celle-là, elle est distribuée, celle-là ne l'est pas. Et si je veux la distribuer, je fais un clic ou un appel REST et ça le distribue. Si vous faites du Redis, il y a un logiciel qui est sympa à installer, c'est Redis Insight. Vous téléchargez, c'est gratuit, ça se connecte à n'importe quelle instance, version communautaire, version Enterprise, de l'Amazon, Elasticache et compagnie. Ça permet d'avoir un petit peu d'analyse, je vous montrerai ça par la suite. Des questions ? Le point qui est important dans les bases de données, quand vous choisissez une base de données, indépendamment de je suis capable de faire des get et des set, même si on est développeur, pensez à la façon dont ça va arriver en prod et du niveau de haute disponibilité et du volume d'informations dont vous avez besoin. La première chose qu'on fait quand on discute projet, c'est combien de clés, quelle est la taille de votre base de données, quel est le nombre d'opérations par seconde. C'est vraiment très, très, très important, ça. J'ai une question sur le sharding. Ouais. Le hash, là, il est fixé, enfin, il est... Oui, en fait, c'est de l'oversizing. C'est-à-dire que c'est à 16 000 sous-buckets à l'intérieur. Si tu as une répartition que tu connais déjà, tu ne peux pas faire toi-même tes sharding. Alors, tu peux le faire. Mais normalement, un bon cluster ne doit pas te permettre de le faire. Non, pardon. Un bon cluster ne doit pas t'obliger à le faire. L'application, de façon transparente, doit distribuer la donnée. Par contre, dans certains cas, si on revient ici, alors généralement je parle de ça un tout petit peu plus tard, mais je veux juste le dire parce qu'il n'y a pas de transactions complexes dans la plupart des bases NoSQL à part les bases orientées graphes, d'accord ? Il y a une raison pour ça, c'est que la plupart des bases NoSQL sont faites pour être facilement, hautement disponibles et faciles à scaler. À partir du moment où on veut faire une transaction qui se distribue comme ça, c'est compliqué, ça devient une usine à gaz, on n'y arrive pas, etc. Le two-phase commit, pour ceux qui ont eu la chance d'en faire, le XA en Java, là, on ne veut plus, quoi. C'est comme le XML, et maintenant l'YAML. Une fois qu'on en a fait un peu trop, on ne veut plus en faire. Malgré tout, dans Redis, il y a des opérations qu'on peut faire, qu'on va appeler des transactions. Alors, ce n'est pas exactement des transactions comme des bases relationnelles, mais c'est le même principe. Je peux faire plusieurs opérations que je veux faire ensemble et garantir qu'elles ont lieu ensemble. Avec la clé de hash, donc quand je fais du hash, je peux lui dire les clés qui vont être toto.client, application client ID commande, application client ID facture. En utilisant une notation particulière, je peux dire que tout ce qui concerne le client ID va sur le même node. Comme ça, je peux garder ces opérations. Mais ça fait juste que la transaction elle est garantie sur ce nœud-là. Alors là, il faut faire attention à ne pas avoir des hotspots, à éviter que toutes les opérations aillent sur le même nœud. Et ça, c'est ce que je viens de dire en termes de pousser certaines clés sur certains shards. C'est vrai en version communautaire et en version enterprise de la même façon. Ce n'est pas géré de la même façon derrière, une fois que ça tourne dans la... Mais d'un point de vue applicatif, c'est totalement transparent. Donc, ouais. Tes nœuds qui servent de backup, ils servent que de backup, ou est-ce que tu peux au moins y accéder en lecture? Alors, techniquement, tu peux y accéder, mais ils ne servent que de backup. Après, il faut garder, c'est une in-memory database. Donc, de toute façon, le fait de lire en mémoire ne va pas avoir beaucoup d'impact sur les perfs. Après, tu as dans... Pardon ? Voilà, le réseau. Mais après, tu vas avoir des gens qui passent par des adresses IP différentes, qui font deux NIC, des network interfaces différentes pour éviter. Dans Redis Enterprise, ce qu'on peut faire... Alors là, attention, parce que des fois, je mélange les deux, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on a la possibilité de dire que cet esclave-là, on peut le lire. Il y a des options. Mais techniquement, on peut toujours se connecter à ça. Mais ce n'est pas une bonne pratique, en fait, après. Donc,
Je reviens sur les types. Là, on va parler use case. Et après, quand je vais parler use case, moi, je vais vous faire quelques démos, d'accord? Donc, les types de base, et ça, c'est vraiment important. Ça vaut le coup de prendre le temps d'essayer de comprendre. Quelque chose qui est très, très, très important, c'est que chaque type va avoir ses commandes, un ensemble de commandes qu'ils vont pouvoir manipuler. Et les commandes que vous allez rapidement apprendre quand vous commencez à faire du Redis, si je trouve ma souris, hop, je repasse juste en mode... Donnez-moi une seconde. Les commandes... En fait, quand vous allez dans la doc, et vous voyez, je vous montre la doc Redis.io. Parce que les commandes sont les mêmes, quel que soit, que vous soyez sur un Redis communautaire, un Redis sur le cloud, géré par Redis Labs, un Redis sur le cloud, géré par Google ou par Amazon, ou un Redis Enterprise que vous avez installé chez vous, les commandes sont exactement les mêmes pour une version donnée de Redis. Et en fait, toutes les commandes sont organisées par type, data type que vous allez gérer. Si je suis intéressé par des clés simples, ou les strings, vous allez avoir le get, le set, donc la possibilité de faire des commandes relativement simples. Ce qui est important ici, ça va être de voir le set va faire le clé, la valeur, l'expiration basée sur un temps, je ne sais plus ce que c'est, et je garde le TTL quels que soient les upgrades. Mais ce qui est important, c'est que je vous parlais de la complexité en fait. Là, ça veut dire que quelle que soit l'opération que vous allez faire, si vous avez bien taillé votre cluster, la performance qu'il va avoir sera toujours la même. Toujours pareil, si votre cluster il est bien, ou votre serveur est bien taillé. N'allez pas faire du swap avec du Redis. D'accord? Vous taillez votre mémoire et votre shard par rapport à la mémoire physique. Si vous mettez du swap, vous perdez tout l'intérêt d'avoir une in-memory database. Si je prends une opération qui est un peu plus compliquée, on a on va dire la plus compliquée entre guillemets dans Redis, on a la possibilité d'avoir des listes de valeurs. Et la possibilité d'avoir une liste et de comparer ces listes. Donc là, ça veut dire qu'il va falloir aller chercher la clé, alors côté serveur, hein, aller chercher une clé, aller chercher une autre clé, comparer le contenu de cette clé-là et comparer cette clé-là. Donc on va aller voir dans la partie liste. Et là, je regarde, on va avoir la complexité les de n de m, où la cardinalité n est la cardinalité la plus petite, et le m, c'est le nombre de clés, en fait. Et là, ça va être une complexité plus grande. Ce n'est pas une notion de temps, parce que le temps, il est dépendant de plein de choses, mais vous allez voir que c'est quand vous allez commencer à travailler avec vos applications, le type de commande que vous allez utiliser, l'impact que ça a sur les ressources côté serveur. Et il y a peu de bases de données où, en fait, la commande, vous allez avoir la complexité. C'est vraiment parce que les gens qui font du Redis, la première chose, c'est la perf et la simplicité. Donc si on en revient aux applications et à la façon dont on va développer les applis, je ne sais plus pourquoi j'ai ça. Ça doit être un mauvais copier-coller. Donc c'est les langages qui sont supportés. Pour chacun des langages supportés, vous avez une ou plusieurs librairies que vous pouvez utiliser. Alors les librairies sont gérées par la communauté et recommandées plus ou moins fortement par la communauté et par Redis Labs. C'est-à-dire que je pense que si tout se passe, voilà. J'ai repris ce contenu, mais si on regarde Java comme on est dans le jug, vous avez un ensemble de librairies Java. Et ce qu'il faut voir, vous prenez les librairies avec les étoiles jaunes. Ce sont les librairies qui sont recommandées par la communauté. Pour plein de raisons. Parce qu'elles sont plus riches, parce qu'elles sont très actives et très suivies aussi par Redis Labs. C'est-à-dire qu'on va avoir, on contribue beaucoup sur J10, sur Letus également, alors un peu moins sur Letus. Et en fait, en Java, il y en a 3. Il y a J10, Letus et Redison.
Et moi, basé sur... Alors, je suis rentré chez Redis Labs en juillet. Les deux que je vois le plus, hein, c'est Redis et Letus. C'est vraiment les deux les plus utilisés. Si vous faites du Spring et du Spring Data, il y a un connecteur pour Redis. Et je ne sais pas si on appelle ça. Il y a un client Spring Data pour Redis qui va s'appuyer selon vos affinités sur Letus ou Redis. Vous pouvez choisir quel driver vous utilisez en dessous. Et la communauté Spring, c'est la communauté Spring qui crée Letus, en fait, qui a créé et qui maintient Letus. Et pareil pour les différents langages, vous allez avoir les versions recommandées. Donc en fait, là, je vais passer sur les cas d'usage. Et là, je ne vais utiliser que les types de données qui sont standards. Le truc le plus connu, un cache. Je veux accéder de façon simple. 2 commandes, set, get. Très très simple à mettre en place. On veut faire quelque chose de simple. Je vais faire un set en disant ma requête, mon résultat, ma requête, ma valeur. Je vais faire un get, ça va répondre. Je mets un TTL de 10. Au bout de 10 secondes, il va être supprimé automatiquement du cache. Voilà, il n'y a pas plus simple. Et ce qui est intéressant à voir dans la façon dont les librairies sont créées, la plupart des clients, les librairies clientes, prennent la même syntaxe que les commandes. C'est-à-dire ne cherche pas à simuler je suis dans du Kotlin, dans du Java, dans du machin. La librairie par défaut prend le nom de la commande, exactement le nom de la commande, les mêmes paramètres. Après, par-dessus, on peut rajouter des choses. C'est typiquement ce que fait Letus pour tout ce qui va être en reactive programming, etc. Mais vous allez avoir G10, set, clé, valeur. G10, get, clé. G10, expire, clé, nombre, TTL. Donc c'est vraiment très très simple. Une fois qu'on s'est programmé dans un langage Redis, si on sait faire la ligne de commande, on peut très facilement passer sur l'appli. Là, si je prends un exemple, c'est du Python ici, c'est que je veux appeler une base de données relationnelle, récupérer le résultat, le stocker, et que ça soit un cache qui soit facile d'accès. Je prends la chaîne de caractères SQL, j'en fais un hash, je regarde si c'est dans Redis. Si c'est dans Redis, je renvoie. Si ce n'est pas dans Redis, j'exécute le SQL, je cache, et je garde ça pour un certain temps. Et c'est tout. Alors moi, je ne l'ai pas fait avec une base de données relationnelle, parce que j'avais la flemme de démarrer une base relationnelle, et de trouver un bon driver JDBC, etc., etc. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un petit... J'ai fait la même chose avec un service web. C'est l'idée, c'est j'ai une API REST, peu importe, je récupère de la donnée d'Acquator. La météo, un service que je vais appeler. La météo, il y a peu de chances que ça change toutes les secondes. Surtout quand ce sont des prévisions, généralement on va avoir. Donc on peut se permettre de dire je veux cacher ce résultat pendant un certain temps, pour plein de raisons. Temps, parce que probablement je vais payer si j'appelle trop de fois, c'est-à-dire que gratuitement, je crois que sur ce service-là, je dois pouvoir l'appeler 10 fois par heure, je crois. Alors, pour un jug, ça suffit. Mais ce que je fais, en fait, c'est que je vais prendre cette URL et je vais dire cache-la moi. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un petit cache ici. Donc je récupère l'URL, je fais un hash à partir de l'URL qui va me donner une clé. Je me connecte à Redis par G10. Je regarde s'il y a quelque chose dans le cache. Si j'ai quelque chose dans le cache, je ramène. Sinon, je fais l'appel. Et le résultat, je fais un set. Et par défaut, je le garde 3 secondes pour la démo, en fait. Donc, ce que je fais, c'est je me connecte à G10, j'ouvre un pool de connexion. Je commence à appeler des services. L'application, elle est relativement simple. C'est que je fais un premier call, un deuxième call, un troisième call. Après, j'attends un peu plus de 3 secondes. En fait, c'est pour vous montrer que la clé va disparaître du cache. Et je fais le même appel. J'appelle. Si on regarde,
Le premier, le temps de créer le pool, d'appeler le web service 1 seconde. Récupérer du cache en dessous d'une milliseconde. J'attends 3 secondes, invalider du cache, je rappelle. Donc là, ça a pris du temps parce que ça a été chercher le pool, etc. Mais en gros, j'économise cette partie-là encore. Et quand je vous dis c'est sous la milliseconde, c'est vraiment sous la milliseconde. Quand on aura arrêté l'enregistrement, je vous montrerai d'autres données que je ne peux pas montrer en enregistrement. Donc voilà un cas d'usage. Alors sinon, sur les autres types, comme je suis dans l'IDE, un setGet, créer un hash. Donc je vais créer une structure un peu plus compliquée. Je vais représenter une session avec le hash ou les compteurs, ouais, les compteurs ou les choses comme ça. Je remontrerai une seconde parce que je suis bête, je les ai juste après. Voilà. Redis arrive souvent sur vos projets pour accélérer. Donc soit sous forme de cache, accélération, soit gérer un état que vous voulez partager entre des applications. Une session, peu importe ce qu'on appelle une session. Le cache, souvent, ça va être une grosse chaîne de caractères qu'on va mettre dedans et on va traiter. On peut l'enrichir avec quelques attributs, mais généralement, ça va être relativement simple, ça va être le string. Ici, j'ai envie de gérer une session pour chaque utilisateur, et pour chaque utilisateur, je veux pouvoir voir quelle page il a utilisée, quelle adresse IP il a été utilisé, et incrémenter des valeurs pour faire un compteur, par exemple, sur ma session. Ça peut être aussi votre panier sur un site de e-commerce. En fait, l'objet que je veux stocker, c'est quelque chose comme ça, avec champ valeur, champ valeur, champ valeur. C'est la façon dont je représente, c'est je fais un hash set, donc un set d'un hash, l'ID, clé valeur, clé valeur, clé valeur, clé valeur. Après, je peux récupérer un ou plusieurs champs. HM, c'est multiget, donc ça va récupérer tous les champs. Alors, HM, ça va récupérer que les champs que j'ai en liste ici. Et HM get all va récupérer tous les champs par défaut. Donc là, je peux avoir autant de champs que je veux ici. On est limité par 500 mégas par champ, donc il y a de la marge. Par contre, si vous faites des gros objets, ramenez que les petits... on ne paye pas l'espace mémoire parce que c'est déjà en mémoire. On paye. C'est en mémoire, ce n'est pas l'accès sur disque, ce sera vraiment l'accès réseau. Et je peux ici incrémenter un seul champ. Donc là, j'envoie, ça va aller me modifier cette valeur-là. Je veux rajouter un attribut, j'ai rajouté la dernière page visitée, j'efface la valeur ici. Parce qu'on peut forcer, on n'est pas obligé de mettre un TTR. Donc en Java, ça va ressembler à ça. Je fais un hashmap, clé valeur, clé valeur, clé valeur ici. Je sauve cette clé et après je manipule en fonction de ce que j'ai besoin de faire. Et normalement, j'ai l'incrément ici, sur la clé. Alors la particularité, c'est que dans une base de données Redis, on va dire un cluster d'une base de données, il n'y a pas de notion de table. Il n'y a pas de notion de collection. Donc la façon dont on organise la donnée, c'est que généralement, on va utiliser des clés avec des préfixes et des suffixes. C'est ce qu'on voit ici. Session 2.1. Avant, je ne sais plus ce que j'ai utilisé. Donc à chaque fois, on va organiser les données pour permettre de structurer et de manipuler les clés. Ça, c'est la responsabilité de votre application. Quand on va utiliser des outils comme Spring Data ou comme d'autres ORM, entre guillemets, pas relationnels, mais Object Mapping, ils vont tout seuls manipuler ces clés et organiser les clés de cette façon-là. Donc là, c'est une autre façon, hein, c'est utiliser la base de données pour des shopping carts et compagnie. C'est très, 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 très utilisé. Moi, j'ai aidé pendant le Black Friday, en fait, il y a un des besoins d'une société, c'était de garantir, vous le faites tous les jours, pour ceux qui achètent sur Amazon ou sur d'autres sites de commerce, vous mettez des choses dans votre panier, vous revenez 15 jours après ou 3 semaines après, c'est toujours là. Donc déjà, c'est une base de données. Après, que ce soit stocké en mémoire, etc., c'est autre chose. Typiquement, le besoin, il était là. C'est je veux pouvoir garantir que pendant la semaine,
du Black Friday. Tous les gens, je ne veux jamais perdre un seul item de mon panier avec du multi-data center, etc. C'était typiquement stocké dans Redis, c'était la base principale pour le panier. Il n'y avait que ça comme stockage. Et c'était, je ne sais plus, on est passé à 900 000 opérations par seconde. Et alors, je ne me souviens plus de la taille. Ce n'était pas énorme en volume, parce qu'en fait, ce n'est pas beaucoup d'informations. Mais le besoin, il est, je veux manipuler des objets complexes, donc ils utilisaient ça. Alors, cette partie-là, comment on organise des jobs dans une application? Alors, après, c'est toujours pareil, c'est-à-dire que ça dépend ce que vous avez comme outil à votre disposition dans votre infrastructure ou sur votre application. Mais avec les listes, vous pouvez dire, je veux avoir la liste des jobs que j'ai à exécuter, donc des tâches que j'ai à exécuter. Et de façon asynchrone, mon programme va aller lire la liste, faire un travail et dire j'ai fini cette liste, lire la liste des tâches et va faire ces tâches. Donc du queuing, en fait, pour organiser un flow. Et pourquoi j'ai mis ça? C'est parce qu'en fait, c'est un cas d'usage qui est vraiment fréquent dans Redis. Moi, je n'y pensais pas avant, parce que j'avais une vue très base de données classique où j'ai des données métiers. Là, c'est plutôt des données techniques pour organiser presque un workflow. Il y a des opérations pour le faire. Donc, je crée une liste où je rajoute des données lpush, donc soit à droite, soit à gauche. Et après, je peux retirer un élément de cette liste-là, soit par la droite, soit par la gauche. Et je peux même prendre cet élément et le mettre dans une autre liste. Et typiquement, c'est ce que je vais faire ici. C'est-à-dire que j'ai mon application qui va traiter des commandes. Je reçois une commande, une deuxième commande. Et là, ce n'est pas la donnée de la commande, c'est juste les ID des commandes que je vais avoir à traiter de façon asynchrone. Quand vous allez travailler avec des microservices, vous le savez mieux que moi, c'est là où justement ma petite blague du début en disant vous passez des trucs en prod, sur mes microservices, la prod c'est sur mon laptop. Vous, c'est déployé, ça doit être toujours up, etc. Quand vous allez traiter des commandes, si les commandes sont longues à traiter, vous n'allez pas exécuter, envoyer traite-moi la commande, fais tout le travail, je bloque tout le process, je bloque tout le process, je bloque tout le process, et un jour, je vais avoir une réponse. Vous allez travailler de façon asynchrone, avec différents frameworks, avec différentes technologies. Donc, il faut pouvoir dire, j'ai reçu cette commande, quelqu'un d'autre va aller chercher, il va dire, je dois maintenant traiter cette commande, etc., etc. Donc, on va organiser les tâches par ce biais-là. Donc là, je reçois une commande, je rajoute à gauche ma commande. Donc, la plus vieille commande, on oublie ce qui est là. La plus vieille commande est ici, puis etc., etc. Donc, j'ai une liste toute bête. Donc, je rajoute à chaque fois la commande 1, la commande 2, la commande 3. Et là, il y a une commande d'un client urgent, le meilleur de mes clients qui arrive. Je veux qu'elle soit traitée en premier. Avec le rpush, write push, je vais lui dire viens au début de la liste. Alors, peu importe comment on voit le début ou la fin, mais on peut choisir dans quel endroit. Et après, je vais avoir le programme qui va gérer le dequeuing et le traitement. C'est que maintenant, j'ai un autre process qui vient voir. Là, elle va faire une opération qui dit prends sur la droite, récupère-moi. Et en fait, c'est prends sur la droite et push sur une autre liste. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai traité ma commande. C'est le job de dire prépare la commande dans ma logistique, par exemple. Donc là, c'est la commande des commandes qui sont arrivées. Là, c'est la liste des commandes qu'il va falloir envoyer parce qu'elle a été traitée. Et donc là, en une seule commande, je lui dis tu prends d'ici vers là cet ID. Donc je vais organiser tout ça. Donc en gros, ça va ressembler, je reçois une commande, je fais un lpush, j'ai quelque chose qui dequeue, récupère, liste, fait le code. Et c'est là où c'est important d'avoir cette notion un petit peu de transaction. Si j'ai plusieurs objets à manipuler, je vais pouvoir le faire. Ah, ça, c'est un truc que j'ai adoré. Ça. On fait de plus en plus de services qu'on va mettre à disposition de vos applications. Talent, on est typiquement ici où la boîte va fournir, et fournit déjà, alors moi je ne suis pas un spécialiste de Talent, mais plein de services en ligne. Vous êtes un client gratuit, vous avez le droit à tant d'opérations par jour. Vous êtes un client payant, mais petit, 10 fois ça. Et un très gros client, vous êtes unlimited ou quasiment unlimited ou pay as you go, etc. En fait, la façon dont vous allez devoir gérer ça, vous allez devoir faire de l'API management. Alors, soit vous achetez un produit, soit vous l'avez fait vous-même. Et d'ailleurs, dans les produits qui sont fabriqués, ils utilisent un peu cette approche. Certains d'entre eux, d'ailleurs, utilisent Redis. Parce que c'est en discutant avec eux que j'ai écrit cette démo. L'idée, en fait, c'est comment on va garantir de façon très, très efficace dans l'accès pour que vérifier que cet utilisateur, cette API, cette application
n'est pas aux limites de la consommation. On est d'accord, l'idée c'est j'ai le droit d'appeler une API REST, mais je suis limité à 10 appels par seconde. Si mon truc, pour vérifier que j'ai le droit d'appeler à 10 appels par seconde, prend 10% de la ressource, ça va vite arriver à la limite, parce que ça va tout bloquer, ça va coûter trop cher, ou alors ça ne va jamais arriver à la limite, parce que j'arriverai à jamais répondre en une seconde. Donc en fait, l'idée c'est d'utiliser des structures de données pour le faire. Alors soit on peut faire un truc tout bête, qui n'est pas très intelligent, hein, c'est dire je cumule, et pendant la minute, ben, je cumule, et chaque fois je regarde. Au bout d'une minute, le truc disparaît, je refais une clé, je redémarre. Le problème de ça, c'est que ce n'est pas glissant, en fait. C'est-à-dire que je peux avoir appelé beaucoup au début, rien, et sur une seconde, entre 55 et 0,5 de la minute, avoir appelé comme un fou, mais ça aurait été mis à 0. Donc ce n'est pas ça. Soit on fait quelque chose de glissant, du windowing sur le temps. Et là, on va utiliser des sorties de set. Là, j'ai une petite démo qui montre ça, en fait. En fait, j'ai un petit service REST. Or, c'est du Vertex et du Java. Et donc, j'ai une API REST où je vais, avant d'exécuter le code, lui envoyer un contrôleur, un handler, en lui disant « vérifie si tu as le droit » ou à combien tu es. Cumule les choses. Donc, si je vais dans ce code, alors c'est hello, il ne fait rien, hein, il ne fait rien d'intéressant, il dit hello. Par contre, ce que fait l'application, le cœur du produit, va récupérer la clé. Donc, j'ai besoin d'une API qui va être l'API de mon client, de l'application qui consomme, etc. Et si c'est nul, j'envoie une erreur. J'ai besoin de la clé pour pouvoir travailler. Je ne peux pas appeler si je n'ai pas de clé. Si ce n'est pas nul, alors là, j'utilise le client Vertex, qui n'est pas d'ailleurs dans la liste des clients Java, parce qu'ils ont implémenté leur propre truc. Et là, je vais faire quelque chose qui est intéressant. C'est que je vais faire une clé rate limit l'API par minute, rate limit API par heure, par jour, etc. Je n'ai implémenté pour l'instant que par minute. Et la façon dont je vais organiser la structure, c'est que derrière mon API et minute, je vais avoir le moment où ça a été exécuté, dans un timestamp, un compteur. Le moment où ça a été exécuté la deuxième fois, dans la même liste, un compteur. Donc 1, 1, à midi 01 plus 1, midi 02 plus 1, midi 03 plus 1. Donc là, dans les 5 minutes, je suis un compteur de 3. C'est comme ça que je vais organiser cette information. Donc je vais vous montrer la structure et le code après, parce que la structure est plus simple à comprendre que le code au début. Donc, ça va être l'occasion pour moi de vous montrer Redis Insight également. Donc Redis Insight, c'est vous démarrez l'application, soit vous la démarrez, vous l'installez en téléchargeant, soit vous démarrez un Docker, donc c'est un site web qui se démarre localement. Vous pouvez ajouter n'importe quelle base de données, soit une base de données Redis Enterprise qui est un cluster et qui va découvrir toutes les bases de données que vous avez dans le cluster, soit AWS Elasticache, soit la version cloud de Redis Cloud, ou votre base locale. Moi, j'ai utilisé la base locale pour cette démo-là. J'ai tellement utilisé la balle locale que je crois que j'ai oublié de la démarrer. Ouais, elle n'est pas démarrée. Donc ça va vous permettre... Ah, vous pouvez démarrer, je ne me suis pas connecté au bas. Donc comme ça va vous permettre de voir que ça démarre relativement vite. Hop, la base de données, elle a démarré, ben voilà, en 0 secondes. Si... Ah bah oui, je sais pourquoi. C'est cette base-là, hop. Voilà, j'avais oublié de rafraîchir, donc je m'étais déjà connecté. Donc j'ai ma base de données, je peux manipuler les clés, donc je peux voir s'il y a des clés dans ma base. Si je veux créer une clé, set, j'ai rajouté une clé. Ici, je peux faire une requête sur toutes les clés qui sont intéressantes. Donc là, on va pouvoir manipuler les données un peu plus complexes, c'est-à-dire que si je veux ajouter un hash, bon, on va faire ça salement, mais
Donc vous voyez, j'écris le hash comme ça. Je vais relancer mon appli là, comme ça. Hop, on va avoir toutes les données. Donc ce que j'ai ici, en fait, c'est que j'ai plusieurs types qui ont été créés. User session, c'est ce que je vous avais montré tout à l'heure. Donc on a la clé. J'ai 2 listes. Et si, je vais vous montrer ça en même temps. J'ai 2 listes ici. Amazon, Duotone, Nike, Google, Apple, qui sont des compagnies qui sont plutôt orientées consumer, des compagnies qui sont plutôt orientées enterprise, donc B2C, B2B, B2B. Et ce que je voudrais savoir, quelles sont les sociétés qui sont dans les deux, qui sont à la fois consumer et à la fois grand public. Pardon. Donc soit je me connecte au terminal ici, donc je peux me connecter au terminal localement, soit j'utilise le shell qu'il y a dans Redis Insight. Donc donne-moi ce qu'il y a dans Enterprise, donne-moi ce qu'il y a dans Consumer et fais-moi le lien entre les deux. Hop, ça va me donner cette valeur-là. Si je rajoute un... je ne me souviens plus, j'ai un doute. sadd. Si je crée une nouvelle clé qui va être « donne-moi les sociétés qui sont en Californie », Google, Amazon, non, pas Amazon, Apple, et que je veux faire la même chose mais sur 3 listes, je vais pouvoir le faire. Là, je vais juste dire Consumer, Brand, CA. Et il va me sortir, il va faire l'union, l'intersection des 3 listes. Et c'est pour ça, là c'est un exemple, quand on dit clé-valeur, c'est beaucoup plus qu'un clé-valeur, parce que là il y a des opérations qui sont importantes en termes de manipulation de données. Donc pour en revenir à mon rate limiting, je suis désolé, je suis parti, je voulais montrer ça avant. Je vais lancer mon serveur. Et je vais appeler mon service avec une clé qui s'appelle TUG001. Très égocentrique. Donc ça m'a bien répondu. Hello. J'ai rajouté, il me reste 9 calls que je peux faire dans la minute. Si je vais voir ma structure dans la base de données, rate limiting TUG par minute, en fait, j'ai ici la valeur. Donc ça, c'est le timestamp à laquelle elle a eu lieu. Et j'ai 1. Alors ça, c'est pourquoi j'ai ça, c'est pour que ce soit unique comme valeur. Pourquoi, comme c'est un set, si je rajoute 1, il va venir écraser. Et là, j'ai un score qui permet de trier, en fait. Et ça, je mets ce que je veux comme valeur. Mais j'ai mis le même timestamp. Donc si je rajoute, si je refais un appel, on va regarder ce qui va se passer si je refais un appel. Donc si tout se passe bien, il m'en reste bien 8 parce que j'ai mis un maximum de 10 par minute. Si je reviens ici, maintenant j'ai 2 valeurs. Dans une seule clé, j'ai ce qui s'est passé il y a 30 secondes, ce qui s'est passé maintenant. Et là, en plus, je lui ai dit à chaque fois, tu remets le compteur du time to live à 0, chaque fois que tu fais un set, pour garantir que quand il n'y a plus d'utilisation de cette clé-là, cette liste-là, elle est supprimée. Donc, chaque fois que je fais un appel, je rajoute une entrée. Donc, 1 plus 1, ça fait 2, il m'en reste 8 appels. Si j'appelle de façon violente mon service, avec la même clé. Donc là, j'en suis à 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Si j'essaye d'appeler, j'ai refusé, j'ai renvoyé normalement le code 429, too many requests, donc je n'ai pas le droit d'appeler ce service-là. Donc logiquement, je vais avoir un certain nombre de clés d'entrée dans mon service. Et dans le code que j'ai écrit, parce qu'en fait, ce que je veux, c'est que ça se déplace comme ça. Donc avant d'appeler,
Si cette première valeur elle est plus ancienne qu'une minute, il faut que je la supprime. Parce qu'en fait, c'est la première valeur qui est dans les dernières 60 secondes qui est intéressante. Donc je peux lui dire, et c'est là où on a d'autres opérations sur les listes qui sont triées, supprime-moi les valeurs qui sont à plus d'une minute dans le passé, je ne veux pas les compter. C'est exactement ce que je fais dans le code ici. C'est-à-dire que... Alors quand je vous disais, c'est les mêmes commandes que dans la ligne de commande, ce sont vraiment les mêmes commandes. Donc il y a tout ce qui commence par Z, ce sont les sorties de liste. On sait que, alors quand on prend l'habitude, on sait que... Donc c'est Z, remove toutes les données sur un intervalle, par rapport au score. Sur la clé X, toutes à partir de ce temps-là. Donc le timestamp actuel, moins 60 secondes. Donc tout ce qui est plus ancien va être retiré. Alors il faut que j'appelle pour ça. Ça, ce n'est pas un TTL, ce n'est pas une expiration. Donc je vais appeler. Normalement, si j'ai parlé assez, on devrait les voir partir. Donc là, j'avais 11 entrées à l'intérieur. Je rappelle, et voilà, j'en ai plus que 7 là, 7 ou 8. Hop. Une parce que j'ai tellement parlé qu'il a tout envoyé. Mais vous voyez, en fait, en utilisant 3 commandes très basiques, je peux faire une application qui fait du rate limiting qui prend quasiment pas de place en mémoire. D'accord ? Donc c'est un exemple des structures de données qu'on peut utiliser. Alors il y a plein de choses. Cette structure-là va être aussi utilisée pour faire des index secondaires sur vos applications, pour faire des requêtes très très rapides sur des clés. Donc, je vais repartir sur d'autres exemples. Des questions autour de ce que j'ai montré là ? C'est le rate limiting des questions. Et il y a une structure de données géospatiale également, où on va pouvoir dire donne-moi dans toutes les clés que tu trouves, dans la clé, tous les points géographiques qui sont dans un périmètre de 10 km autour du point qui est défini ici. Donc, données géospatiales qu'on va pouvoir stocker. Donc ça, c'est dans les types natifs. Et on a des commandes pour ça. Geoadd, donc ça, c'est pour ajouter un point. Geodist, c'est le point, la distance entre deux points. Georadius, c'est donne-moi tout ce qu'il y a dans ce cercle. Alors c'est toujours pareil, c'est pas, quand je dis c'est toujours pareil, c'est pas une base de données géospatiale à la PostGIS par exemple. Si votre cœur de métier c'est de faire des données géospatiales, il ne faut pas utiliser ça. Si votre cœur de métier c'est de fournir très rapidement, donne-moi tous les restos qu'il y a autour, donne-moi faire ce genre de requêtes qui ne sont pas nécessairement très riches mais qui ont besoin d'être très rapides, c'est parfait. Parce que vous allez probablement avoir du Redis à un autre endroit dans votre application. Pas besoin d'aller rajouter un autre système pour gérer ce genre de requêtes. PubSub. Alors ça, c'est aussi quelque chose qui est très très utilisé dans les applications qui utilisent du Redis. Et vous avez besoin de notifier quand quelque chose se passe des personnes qui sont abonnées à un service. Avec Redis, c'est très très simple à faire. Vous avez une commande publish et une commande subscribe sur une clé. Dès que vous envoyez un message, tous les gens qui sont connectés, qui sont abonnés, vont recevoir. Là, je ne vais pas faire la démo, mais le principe, il est, vous voyez en haut, on va commencer ici. Subscribe, là, je suis abonné à 2 clés, login, order. Donc, dès qu'il y a un message qui est envoyé sur service login, je veux le recevoir. Dès qu'il y a un message qui est envoyé sur service order, je veux le recevoir. Et ce client-là, qui est une autre application, est abonné uniquement à order. Quand l'application envoie publish, notify, login, le John Doe s'est connecté, lui va recevoir et pas lui, tout bêtement. À l'inverse, si je fais publish une nouvelle commande, la commande 03 a été créée, ce client-là et ce client vont le recevoir. Tout bête. Par contre, ce n'est pas persisté. Quand je dis c'est pas persisté, c'est que le message, il est consommé, c'est du fire and forget. Si je veux rajouter une application ici qui va consommer et qui voudrait savoir quelles ont été toutes les commandes créées, je ne pourrai pas. Trop tard, la commande 3, elle est partie, elle a déjà été consommée. Et c'est exactement pour ça que Redis Stream a été créé.
cette capacité à envoyer des messages structurés, les stocker, et après de dire bah, je veux les relire, ou pas. Je suis abonné au fil de l'eau, ou je rajoute un nouveau message et je vais le récupérer, ou alors je veux relire tout l'historique, ou relire à partir d'une certaine date. Il y a plein d'applications différentes. Vraiment comme le log Kafka. C'est le même concept. Ce n'est pas exactement la même façon de faire les consommateurs et les consumer groups, mais ça va répondre aux mêmes besoins applicatifs. Qui avait vu ma petite démo avec les voitures? Bah, j'aurais dû venir avec ma petite démo avec les voitures. Parce que typiquement, j'ai migré une application qui faisait du Kafka, du Flink et du NoSQL à du Redis, du Spark. Redis Stream à la place de Kafka, Redis à la place de MapperDB et Spark à la place de Flink pour faire le processing en utilisant cette structure de données. Donc j'ajoute un message, xadd, la clé, je laisse générer le timestamp du message par le serveur, parce que je peux lui dire à la rigueur, je veux un timestamp particulier. Clé valeur, clé valeur, clé valeur. Je veux consommer ce message, xRevRange, donc soit je le lis dans le sens inversé du temps ou dans le sens du temps, du plus vieux au plus récent ou du plus récent au plus vieux. Récupère ça, là je lis tous les 1000 derniers messages. La façon dont après on va traiter l'application, c'est qu'on va pouvoir avoir plusieurs consommateurs qui vont consommer ça. Et on peut renvoyer en disant je veux lire à partir de tel timestamp, tel message ID. Alors j'arrive plus à trouver le nom quand on utilise. Qui c'est qui fait du Kafka là? L'offset, voilà. À partir de tel offset, vous allez pouvoir choisir à partir de quel offset vous voulez lire ou sauver l'offset où vous êtes rendu sur cette application. Vous avez toutes les commandes qu'il faut, soit manuellement xDevRange, xhack pour dire mon client va envoyer ça. Et si vous utilisez un groupe de consommateurs, c'est géré pour vous. Ça, c'est persisté en mémoire. C'est-à-dire que tant que le serveur est up, je vais pouvoir lire. Plein de choses qui vont être possibles de faire, d'accord? Distribute log, sortie d'index, configuration, bah ça c'est les trucs assez basiques, configuration. Lookup index est très 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 utilisé. Votre base des codes postaux, par exemple, là, en mémoire, ça ne prend pas de place, c'est très rapide. Aujourd'hui, il faut être un peu fou pour aller chercher ça dans une base relationnelle. Ou alors vous vérifiez bien que votre table elle est in-memory. Parce que la mémoire, pour stocker ça, si vous y accédez tout le temps, il faut éviter que ça redescende sur disque. Parce que ça ne prend pas beaucoup de place, c'est dans ce sens-là que je veux dire. Quelque chose qui est aussi intéressant, et ça se fait tout seul dans Vertex. Quand vous utilisez client Vertex, en fait, j'aurais dû séparer en deux. Oubliez ce qu'il y a sur la partie droite. Le mode de fonctionnement de Redis, par défaut, c'est le client envoie une commande, j'ai une réponse. Le client envoie une commande, j'ai une réponse, etc. etc. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus rapide. Alors, dans certains cas, c'est très bien parce qu'on s'en fout, on n'a pas besoin. Mais dans le cas où on veut faire, je fais ça le plus rapidement possible et je veux récupérer une valeur. Typiquement, quand j'ai travaillé avec le rate limiting, ben je veux supprimer ce qui est ancien, faire un compte, compter ce qui existe dans la liste, incrémenter. Et ça, je veux que ça ait lieu le plus rapidement possible. Donc, je vais faire du pipelining. J'envoie les commandes 1, 2, 3. Elles sont envoyées au serveur, elles sont exécutées 1, 2, 3. Puis, je reçois de façon asynchrone le résultat 1, 2 et 3. Donc, c'est ce qu'on appelle le pipelining. Ce n'est pas du transactionnel. C'est-à-dire que côté serveur, ce qui fait la force de... Alors, ça change un petit peu en version 6 qui va arriver, mais le serveur Redis, un process, un serveur, un shard, il est monothreadé. Pour éviter d'avoir à nettoyer plein de choses, gérer des ressources, etc., il est monothreadé. Alors, il y a d'autres choses. Dans les opérations que vous faites, il est monothreadé. Le TTL, tout ça, c'est géré par un autre process. Mais ça veut dire que là, j'ai ma commande. Ici, j'ai ma commande. Il va faire la commande, il va répondre. Il ne va rien se passer entre ça et ça tant que c'est ma commande. Il va bloquer. Alors, bloquer, ce n'est pas nécessairement grave, en fait. Pour ceux qui font du Node, vous avez l'habitude. Ceux qui font du Java, qui aiment gérer les threads, bah, ça va vous changer la vie. Là, ça marche. Pas besoin de trop se poser de questions. Dans ce contexte-là, ça veut dire que
ici, il peut y avoir d'autres commandes qui arrivent. Et pareil, ici, entre cette commande-là et cette commande-là, il peut y avoir une autre commande qui arrive. Ce n'est pas grave. D'accord? Ce n'est pas grave. Si vous réfléchissez dans votre application, ce n'est pas très grave. Si vous avez besoin de garantir qu'entre ça et ça, ou entre ça et ça, il n'y a rien d'autre qui arrive, vous pouvez bloquer. En disant ces trois opérations-là doivent se faire ensemble. C'est ce qu'on appelle le multi. Et voilà, je l'ai ici. Et pourquoi ça peut être intéressant? C'est parce que quand je vais avoir des ressources qui potentiellement ont un conflit, ou des choses comme ça, je vais pouvoir faire du lock optimiste. En fait. Je vais dire multi-exec. Donc là, j'ouvre un ensemble d'opérations qui vont se faire en même temps côté serveur. Bah, pas en même temps. Les unes derrière les autres côté serveur, mais personne d'autre viendra m'embêter. Donc là, ce que je fais, c'est que je crée une transaction. J'appelle ça au sens métier, hein, c'est pas transaction. Je fais une transaction avec mon numéro de client ABCDEF, le numéro d'item 94 723 et les informations qui sont là. Donc je crée un premier objet qui est un hash. Sur le client numéro ABC, j'incrémente le nombre de commandes de 1. Et dans la liste des commandes à traiter, je fais dans ma queue, je fais un L-push du numéro de la transaction que je dois traiter. Et après, je fais l'exec. Et là, ces trois opérations vont avoir lieu en même temps. Les unes derrière les autres, sans interruption. Ce qui me permet, d'un autre côté, de vérifier s'il y a quelque chose qui s'est passé. Et là, je vois bien OK pour ça, integer, c'est-à-dire incrément la valeur de 1, L-push, ça a rajouté une valeur. Et côté client, je vais recevoir ces objets sous forme de tableau. Là, ce que je vous ai montré, c'est côté client, c'est dans votre code applicatif. Si vous voulez optimiser cette partie-là pour éviter le trafic réseau, parce que ça fait un objet métier, vous pouvez faire du Lua script côté serveur. Presque comme une procédure stockée. C'est un exemple qui est ici. Ça, c'est un script Lua où je vais faire le set que je vous ai montré, l'incrément, le push, et en plus, à la fin, j'envoie un publish. Et ce script-là, en fait, va s'exécuter côté serveur. Et c'est pour ça que je disais, il y a plusieurs threads, entre guillemets, qui sont traités, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui gère ce thread-là, mais l'opération d'écriture, lecture des données, c'est monothreadé. Je parlerai du déploiement après, parce que je vais trop vite, ce que je voulais... Voilà. Ça, c'est important. Ce que je vous ai dit, c'est une memory, c'est une memory, c'est une memory. Qu'est-ce qui se passe si j'arrête mon cluster? Alors déjà, par définition, normalement, vous n'arrêtez pas un cluster Redis, vous n'avez pas besoin. Mais si jamais vous avez besoin de déconnecter, vous avez besoin de déménager un data center, ou j'en sais rien, pour quelle raison vous pourriez avoir besoin, vous pouvez sauver les données sur disque. Et il y a deux façons de sauver les données sur disque. Il y en a une où c'est juste un snapshot de ce qui est en mémoire sur disque, c'est le premier, RDB, Redis Database. Et là, en fait, vous choisissez la fréquence, est-ce que c'est toutes les heures, ou même forcé. Sur la version Enterprise, vous pouvez le faire manuellement. Pardon, sur la version communautaire, vous pouvez le faire manuellement. Sur la version Enterprise, on ne vous laisse pas le faire manuellement parce que vous pouvez vous retrouver avec des dizaines de shards en parallèle. Et ce qu'il faut, c'est que ce snapshot, il est lié en même temps sur tous les nœuds. Parce que sinon, la cohérence de la donnée, quand vous allez récupérer, ça va être compliqué. Et donc, soit vous faites du RDB, ce qui permettra, en fait, quand vous avez ça, si vous arrêtez un nœud et qu'il redémarre, il va se recharger à partir de ce qu'il y a sur disque. Append only file, c'est que vous pouvez choisir chaque opération, chaque mutation ou toutes les secondes de sauver ça dans le log, dans le append only, dans les opérations qui vont avoir lieu. Si jamais vous avez besoin de restaurer cette partie-là, le serveur s'arrête, il doit redémarrer. En fait, il va lire, il va monter le RDB qui est fait avant, appliquer toutes les opérations et vous les retrouver dans la base dans le même état. Donc ça prend un peu plus de place, ça prend un peu plus de ressources parce que de temps en temps, il doit faire de la compaction. En fait. Il doit refaire le RDB. Donc, c'est une base de données. Si vous travaillez avec Redis, qui est votre base de données primaire, utilisez une de ces persistances. On ne sait jamais. Normalement, si vous avez un cluster qui est bien fait, vous n'aurez pas besoin de l'utiliser. Ça n'est utilisé que dans le cas d'échec, en fait, ou d'arrêt. Quand on travaille avec Kubernetes, dans la version Enterprise, ça gère aussi le restore automatique pour pouvoir mettre ça dans la CI/CD facilement.
Juste pour vous dire que, pour après partir aux questions, multimodèle, je vous ai montré qu'on pouvait faire plein de cas d'usage avec les structures de données qui sont disponibles dans le cœur. Ce qu'il y a d'important aussi, c'est que, je crois que c'est à partir de la version 3, au lieu de rajouter tout le temps des nouveaux types de données, la communauté Redis, notamment et Salvatore, se sont dit pourquoi pas faire un système d'extension, des Redis modules qui vont permettre d'avoir des types de données plus des opérations qui sont liées à ces types de données. Par exemple, pour faire des bases orientées time series, parce qu'il y a plein de gens qui font du Redis pour faire du time series. Parce que si on regarde le rate limiting que j'ai fait là, si je n'efface pas la clé, pour chaque seconde, on sait qui a appelé le service. Donc à partir de ces données qui sont très optimisées, je pourrais faire de l'analyse time series. Alors ça me demanderait un peu de manipulation de données. Donc il y a eu un module, parmi ces modules, il y a du time series, une base graph, du search qui est un index full text et de l'autocomplétion, la capacité à intégrer des modèles qui sont liés à PyTorch et TensorFlow, moteur JSON, Bloomfilter. Vous voyez ce que c'est, Bloomfilter? Parce qu'un cas d'usage qui va être où on a besoin de performance, c'est un peu lié au rate limiting. Vous voulez avoir la liste noire des adresses IP qui n'ont pas le droit d'accéder à votre site web. Donc la liste de toutes les adresses IP qui sont interdites sur vos sites. Potentiellement, il y a des milliards d'adresses IP. On ne va pas s'amuser à les stocker toutes, parce que la plupart du temps, ça va vous laisser passer. Donc maintenant, votre blacklist, elle est plus petite que votre whitelist. Ou alors, il y a un problème dans votre business, je ne sais pas. Ou alors, vous vous faites vraiment attaquer beaucoup et peu de clients. Il faut changer de business. Et donc, dans ce cas-là, au lieu de stocker toutes les adresses IP telles que et d'aller vérifier, alors j'ai l'adresse IP qui est longue comme ça, est-ce qu'elle est dedans? Alors je regarde mes millions de valeurs, ah oui, elle est dedans, je refuse. Et en fait, un Bloomfilter, c'est fait pour vous garantir que quand vous avez une réponse négative, elle est sûre à 100%. Mais le oui, c'est le oui mais, ou oui peut-être, pour optimiser de la place. C'est-à-dire que vous allez faire un tableau d'octets, de valeurs 0 et 1, et quand vous allez avoir l'adresse IP, si on reste sur l'adresse IP, vous allez faire du hash de cette adresse IP, ça va vous donner une valeur que vous allez mettre dans le tableau. Alors s'il n'y en a qu'une, ce n'est pas très fiable. Par contre, vous faites 3 hash différents sur la même adresse IP. Hash, put. J'ai 3 valeurs noires qui sont passées de 0 à 1 dans l'index 12, 15, 21. Je fais rentrer cette adresse IP, je calcule le hash, ça me renvoie 12, 1, 25. La réponse, elle est négative. Cette adresse IP a le droit de passer parce qu'elle n'est pas dans mon tableau. 12, 15, 21, ça me répond vrai. Je vais aller vérifier si c'est effectivement cette adresse, parce qu'une autre adresse peut avoir ces 3 points. Bloomfilter, c'est ça, en fait. C'est la réponse, quand ça n'existe pas dans le filtre, c'est nécessairement valide à 100%, et sinon, c'est un oui mais. Et il y a beaucoup de choses qui s'appuient là-dessus. Dans vos index de base de données, il y a beaucoup de choses comme ça. Donc, c'est créé nativement sur un module. Et il y a d'autres modules. Ça, les modules dont je parle ici, c'est les modules qui ont été créés par Redis Labs et qui sont supportés par Redis Labs. Il y a quelqu'un, je crois que c'est de Foursquare, qui a créé un rate limiting sous forme de filtre, avec une opération particulière. Alors moi, je vais m'arrêter là, parce que sinon, je peux passer toute la nuit. Merci.